Management, contingences et invariances, c'est le titre du numéro 241 de la Revue française de gestion. Comme la plupart des numéros de l'RFG, comporte un édito signé de Jacques Barrault. Celui-ci s'intitule « La fonction et l'outil » et je débute en vous en lisant quelques lignes. La révolution numérique explique-t-elle l'effondrement des ventes de journaux imprimés sur les rotatives d'une ère industrielle révolue? Réponse unanime des patrons de presse, oui, bien sûr. Les historiens du futur seront sans doute moins affirmatifs. Jacques Barrault, bonjour. Bonjour. Quelques mots de présentation d'abord. Vous êtes membre du conseil de rédaction de la Revue française de gestion. Absolument. Vous avez été rédacteur en chef, puis directeur de la rédaction des Échos. Vous avez donc une position un peu particulière, à mi-chemin entre le monde académique, universitaire, le monde des médias et le monde professionnel, en tant qu'observateur privilégié du monde professionnel. Votre thèse dans cet édito, tous vos éditos ont toujours un angle d'attaque un peu fort. Hein. Vous nous avez défendu l'idée dans le drone et le t-shirt qu'au fond on n'innovait pas tant que ça, on pensait beaucoup innover mais pas toujours tant que ça. Dans cet édito-là, vous nous dites, le problème, tout le monde prend le problème par le contenant, le vrai sujet c'est le contenu. La vraie crise de la presse, c'est d'abord une crise du contenu. Vous pouvez nous en... Je pense effectivement que la crise de la presse n'est pas exclusivement, en tous les cas, attribuable au phénomène numérique. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a un écart très, très long entre le moment où une technologie est utilisable, oui, peut être adoptée par un marché, oui, et le moment où elle est mise sur le marché. Ouais. Alors, dans le cas du numérique, franchement, ça a mis longtemps. Le pas de temps a été... Mais très longtemps. On vit actuellement avec les portables, avec les smartphones, les applications, etc. Dans l'utilisation, l'adoption par le marché de techniques qui sont utilisables. Ce que vous appelez l'outil. Oui, depuis 25 ans. Ouais, Donc, oui. sur le plan scientifique, tout était prévisible. Or, effectivement, les entreprises de presse n'ont pas anticipé ce qui allait se produire. Pourtant, il y a eu un avertissement, puisque en 2002, il y a la première bulle Internet qui a explosé, ouais. Et donc c'était quand même le moment de se poser la question, est-ce que notre métier va changer? Bon, c'est la musique qui a changé avant l'information, mais c'est dommage, parce que l'information, elle circule quel que soit le support. Donc un stratège, patron d'une entreprise de presse, doit avoir dans la tête l'idée que peu importe quel sera le support qui compte, c'est celui que va utiliser le consommateur d'information. Et donc, ça a été le papier. Bon, maintenant, ça sera un support numérique. C'est un simple constat matériel. Comment se fait-il qu'on n'a pas anticipé la transformation du modèle économique ancien avec le modèle économique futur? Alors, il y a une excuse pour les patrons de presse, c'est le fait que nous avons vécu, moi en tant que journaliste en tous les cas, un âge d'or de la presse, et notamment de la presse économique. Fondé sur les recettes publicitaires. Fantastique. Oui. Pourquoi ces recettes fantastiques? Pourquoi cette explosion du business de la presse dans les années 70, 80, 90 et début des années 2000? Mais c'est parce que c'était le coup de pouce de la mondialisation, la floraison de nouveaux marchés, la montée des émergents, etc. Enfin, une matière phénoménale et des acheteurs. Quand vous voyez la taille du New York Times, les profits du Wall Street Journal, du FT, des Échos à l'époque, ils étaient évidemment portés par une conjoncture qui était très favorable. Et donc, on ne s'est pas assez préparé à ce qu'allait être. Or, cette transformation, à partir du moment où elle a commencé à poindre réellement sur le marché, ça s'est accompagné d'un gel, non seulement d'un gel de l'investissement, mais même d'un désinvestissement dans les entreprises de presse. Désinvestissement. Les recettes de publicité s'écroulaient. Donc, comment on réagissait? On réagissait en comprimant les tailles des rédactions, donc en taillant dans ce qui est l'essentiel d'un métier, dans la compétence, l'investigation, la compétence et le recrutement. Alors que dans les décennies précédentes, le niveau moyen des journalistes
du niveau moyen des recrutements était passé du secondaire à l'universitaire, de la compétence générale, donc de l'incompétence à une compétence particulière, spécialisée, secteur par secteur, la finance, le marketing, l'automobile, etc. On est passé à quelque chose qui est un amoindrissement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la parade avec la création de sites internet parallèles aux journaux papier, ça a été de constituer des petites équipes avec des journalistes soit peu formés, soit mal payés, et avec des relations non définies avec la rédaction principale papier. Donc une espèce de désordre complet de mode de fonctionnement, y compris organisationnel, une attrition générale, alors que le marché demandait encore plus d'infos de qualité et encore plus d'infos tout court. On lui offrait une information de plus en plus banale et de moins en moins exclusive ou vérifiée, ou enfin en tous les cas, ne correspondant pas aux attentes supérieures du marché. On lui livrait un produit de qualité déclinante. Vous avez évoqué l'information, la nécessité d'une information de qualité, les attentes sociétales. Nos sociétés sont de plus en plus managériales. Très concrètement, aujourd'hui, votre sentiment, c'est que le monde des médias, le monde qui est on va dire des faiseurs d'opinion, parce que les médias sont des machines à fabriquer de l'opinion. On va pas faire du Bourdieu, mais quand même. Aujourd'hui, ce monde-là est suffisamment alimenté. Vous avez évoqué la difficulté à avoir des stratégies par le passé, après un âge d'or révolu dans le monde de la presse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une information qui est de qualité insuffisante. On a de nouveaux acteurs aussi qui apparaissent. Alors, je pense évidemment à Mediapart, je pense à des acteurs online, qui peuvent parfois nous donner l'impression qu'ils sont, je crois que la formule de Mediapart, c'est l'info par-delà. Il y a une vraie volonté de réinvestiguer. Comment vous voyez ce monde-là, du siège que vous occupez? D'abord, l'information, c'est un métier. Donc, un métier qui correspond à un certain nombre de fondamentaux qui sont absolument imparables, quel que soit le support. D'abord, ça prend sa source dans des règles éthiques qui sont, c'est-à-dire consubstantielles au régime de la démocratie et du libéralisme économique. C'est-à-dire que l'information est l'un des moyens d'assurer en politique le fonctionnement de la démocratie et en économie le libre fonctionnement du marché. Donc ça veut dire une responsabilité énorme pour l'entrepreneur de presse. Donc il est absolument contraint de respecter un certain nombre de règles, qui sont des règles de vérification, d'investigation, d'enquête, de respect, etc. Et ce sont des règles universelles et permanentes. Alors elles s'adaptent à toute entreprise de presse, quelle que soit sa taille, que ce soit le Washington Post ou que ce soit une PME qui a un petit site d'information. Et à partir de là, il s'agit de créer une organisation qui fonctionne. Par exemple, un journal de la presse écrite de l'âge d'or, c'était une machine avec une hiérarchie, avec des journalistes spécialisés, des chefs de service qui relisaient la copie ou qui demandaient aux journalistes de mieux s'expliquer, avec une rédaction en chef qui avait un pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des services. Et donc, si vous voulez, c'était une machine qui était visible, cohérente, structurée et agissante permettant de délivrer une information labellisée. Donc, d'où l'importance de label Le Monde, label Washington Post, parce que c'est de là que naît un sentiment de confiance du lecteur, alors de l'internaute aujourd'hui, avec les bons sites, parce que Dieu sait s'il y en a une floraison aujourd'hui. Mais à partir de là, vous avez des règles, vous avez une organisation, alors évidemment, il faut le modèle économique qui assure le fonctionnement de cette organisation. Or, le problème aujourd'hui, c'est que ce modèle économique, il est en recherche. Il n'est pas encore trouvé. Puisque le marché demande une information de qualité. Une information de qualité, c'est quoi? C'est un journaliste
qui aura le temps de faire son enquête, de comparer des opinions, de les ramasser, de ne pas exprimer son opinion à lui, parce que ça, on s'en moque. Ce qui compte, c'est ce qu'il va ramener et la qualité de ce matériau qui va être un matériau qui va servir au débat public, qui va servir au fonctionnement du marché, de la bourse, au fonctionnement de... Qui aura le temps et les compétences. Et voilà. Donc, c'est le prix de l'indépendance. Il n'y a pas d'information sans passage par des professionnels formés, éduqués, soumis à des règles éthiques, avec sanctions en cas de manquement déviation. éthique. Et oui, c'est ça. La médecine a bien aussi son éthique. Bien la presse, c'est une responsabilité fondamentale dans le fonctionnement de la collectivité. Alors à partir de là, il faut inventer quelque chose. Mais dites-moi, Jacques Barraud, ce que vous évoquez en termes de labellisation, en termes de crédibilité, de ce c'est aussi un peu ce genre de choses que fait une revue comme la Revue française de gestion, d'apporter un label à des articles qui sont expertisés, évalués. Pourquoi les médias s'y intéressent pas davantage à ce que les chercheurs peuvent produire? Mais je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je pense que, en gros, l'histoire, elle commence. On n'est pas à la fin d'une histoire, on est au début d'une autre histoire. Absolument. Donc effectivement, je pense qu'entre l'opinion, ceux dont le rôle est de creuser, de réfléchir, de chercher, etc., et au milieu des deux, les intermédiaires que nous sommes, nous journalistes. Et je pense qu'il faut qu'on reparte à la découverte de tout ce travail qui se fait dans des cercles comme la Revue française de gestion, dans des universités, dans les think tanks. Et je pense que c'est ce que demande le marché. Parce que je pense que les lecteurs, les consommateurs, les citoyens, d'abord ils ont leurs propres idées, leurs propres attentes, mais ils les expriment de mieux en mieux. Parce que c'est quand même l'un des avantages de l'explosion Internet et des réseaux sociaux. C'est le côté remonté des aspirations de Main Street. Hein, bien sûr. Et c'est vraiment la parole donnée. Mais alors c'est une parole très désordonnée, malheureusement souvent manipulée, donc impossible à décrypter. Donc il est encore plus nécessaire qu'il y ait des professionnels qui aident à décrypter, à encadrer, à dire que ce qui circule dans l'information virale, ça peut être des erreurs entretenues ou des manipulations de puissances occultes ou de personnes malfamées. Donc on peut prendre le problème par tous les angles. La nécessité d'un traitement intermédiaire entre la source d'une information et un consommateur d'infos est absolument nécessaire. Absolument. L'idée de tous journalistes, ça n'a aucun sens. Non, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Vous avez évoqué la nécessité de sortir des salles de rédaction pour revenir vers aussi ces techniques qui sont produites dans des pages comme celle-ci. C'est aussi à ceux qui sont là pour expertiser la qualité de ces techniques, d'aller vers les salles de rédaction, mais au fond, c'est un peu ce qu'on essaye de faire ensemble aujourd'hui. Absolument. Si vous voulez, l'honneur de l'histoire de la presse papier, ça a quand même été d'inventer une machinerie. Alors évidemment, elle était financée par de la pub, elle est financée par la pub, donc c'est autre chose qu'il faut inventer. Mais l'avantage, c'était qu'elle a inventé un mode de traitement de l'information. C'est né, en gros, tout ça est né dans le monde anglo-saxon, il faut quand même le reconnaître, parce qu'on a plus le respect de ce que c'est le rôle d'un journaliste à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Donc, c'est cet honneur-là. Bon, maintenant, il faut en inventer un autre honneur, si je puis dire, qui sera celui dans le contexte du numérique. À l'heure où le citoyen est défiant vis-à-vis des médias comme vis-à-vis des scientifiques, c'est ce que montrent beaucoup d'enquêtes d'opinion. C'est vrai que c'est à ces deux parties de réussir ensemble aussi à reconquérir cette confiance. Et ça passe sans doute par une nouvelle alliance. Jacques Barraud, je vous remercie infiniment de cet entretien. Merci. Au revoir.